les extraordinaires, nous revoilà là. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez. Il y a eu un petit problème technique. Désolé, j'ai dû tout redémarrer. Et ce que je vous disais, vous voyiez juste ma tête, mais vous n'entendiez pas le son. Quand j'ai mis le son assez fort parce que j'ai des nouveaux haut-parleurs. Et mon fils, il est venu danser. Et en fait, je pense que ça a complètement fait péter le live, tellement il était chaud. Et tellement il a senti que j'étais chaud aussi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, on va parler d'un sujet euh, qu'on aborde beaucoup avec nos clients qui ont un niveau assez avancé, les clients du mastermind. C'est cette notion de comment j'incarne le CEO. Et puis d'ailleurs, est-ce que je dois incarner le CEO? Salut Christelle, yes, ravi de te retrouver Christelle, ça fait plaisir. Donc on va parler de solopreneur versus CEO et croître en restant aligné. Je sais pas pour vous, mais moi, en étant sur le web, je vois beaucoup de personnes qui ont des injonctions sur le fait de développer ton business. Ok, c'est bien de développer son business quand tu veux avoir de l'impact, cool. Mais développer des équipes, devenir CEO, etc. Et au final, on va voir, est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Qu'est-ce qui va être intéressant pour votre business, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, j'ai mis solopreneur versus CEO, c'est pas de voir s'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais c'est surtout qu'est-ce qui est bon pour vous. Et d'ailleurs, j'ai eu une super question que je vais noter. C'est de la part de Nina, je crois, qui me disait oui, j'ai pas beaucoup de visibilité sur ce qu'il faut faire dans une entreprise, en tout cas des différents métiers. J'ai trouvé que c'était une question super intéressante. Le live, il est fait pour vous. Donc, déjà, je vais vous poser la question, de votre côté, comment, comment vous vous projetez? Est-ce que vous vous projetez plutôt comme solopreneur? C'est ce que vous avez envie de faire, d'avoir un business qui tourne juste autour de vous, ou plutôt comme CEO? Je vais donner les deux nuances et même pour les personnes qui regardent en replay, vous pourrez mettre CEO ou solopreneur. Le solopreneur, c'est la personne qui travaille tout seul. Et c'est un peu, comme on dit en anglais, le one-man band, l'homme orchestre. C'est un peu le couteau suisse. La personne qui fait tout elle-même, mais pas que. C'est aussi quelqu'un qui a décidé que son business, c'était elle, et quel était son business. Ça veut dire que quand tu bosses pas, ton business ne tourne pas. Et ça peut être un choix. Ça veut dire que si tu as envie de bosser à 9 heures, si tu as envie de bosser pendant 20 jours à fond et arrêter pendant 50 jours, tu le fais. Ça veut dire que si tu as envie de bosser un jour sur deux, sur quatre, sur 10 et de rendre des comptes à personne, tu peux le faire aussi. En fait, c'est un des aspects. Il y a un aspect, on va dire, euh, où on est notre propre autorité, certes, mais surtout on a de comptes à rendre à personne et personne n'a de compte à nous rendre. Donc ça, c'est pour moi, ça veut pas dire que ça, solopreneur, mais c'est un des aspects. Ça veut vraiment dire que tu fais corps avec ton business. Je dirais même, tu n'as pas de business, tu es ton business. Ça n'existe pas être CEO d'une auto-entreprise. En général, auto-entreprise, ça n'implique que soi. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve marrant. Parfois, il y a des personnes qui mettent CEO, machin. Je dis, OK, mais tu as une auto-entreprise. En fait, t'es pas CEO de quoi que ce soit. Tu es ton entreprise. Comme s'il y avait une honte, en fait, à être son business et avoir un petit business en auto-entreprise. L'auto-entreprise, on peut aller quand même à 72 000 euros, je crois, si je dis pas de bêtises, 72 000 euros de chiffre d'affaires. Quelqu'un qui fait pour lui ou elle 72 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est alors je sais pas si on enlève, alors, je sais pas si on compte hors taxe ou en TTC pour les auto-entrepreneurs, mais bref, euh, c'est quand même un chiffre d'affaires qui est très 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 correct. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient gagner ça. Et comme s'il y avait un peu une honte, et donc il faut absolument que je mette un titre supérieur, CEO de mon auto-entreprise. Euh, et pour moi, ça c'est révélateur aussi de l'espèce de malaise qu'il y a à vouloir être ou rester solopreneur. Euh, ok, CEO, PDG de moi-même en caleçon dans le salon, ouais, c'est pas mal. Ça fait bien sur LinkedIn, c'est ça. C'est ça, ça fait bien sur LinkedIn. Donc déjà être d'accord avec le fait que un solopreneur, c'est quelqu'un qui travaille seul
Ça ne l'empêche pas d'avoir des collaborations, mais c'est quelqu'un qui travaille essentiellement seul et quelqu'un qui est son business. Donc, il y a ce degré de flexibilité, de liberté, etc. Et pas de compte à rendre, etc. Le CEO, en revanche, c'est quelqu'un qui a décidé. Et justement, on peut, ça nous donne deux types de business différents. Hein. Le CEO, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il n'était pas son business et qui avait vraiment une personne morale. D'ailleurs, c'est ça, il y a une confusion quand vous êtes entre solopreneur en auto. Alors, on peut être solopreneur avec une SAS, on peut être solopreneur avec une SARL, on est d'accord. Mais les personnes qui décident d'être, par exemple, en auto-entreprise, solopreneur en auto-entreprise, il y a une confusion entre vous et votre entreprise. Ça veut dire que ce que vous gagnez, vous le déclarez, vous déclarez tout. Une entreprise, c'est un petit peu différent. Ce que vous gagnez dans l'entreprise, c'est pas ce qui va dans votre poche. C'est pas votre déclaration de revenus ne sera pas basée sur ce que votre entreprise a gagné. On peut avoir une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires et le gérant, président, CEO ne se verse pas de salaire et peut-être déclare zéro vis-à-vis de son entreprise. Donc, il n'y a pas de confusion entre les deux. L'entreprise est vraiment une entité morale, une personne, on parle même de personne morale à part. C'est pour ça que pour moi, il y a déjà une nuance, une personne morale. Et on vient en tant que CEO servir cette personne morale, servir ses intérêts, et toutes les personnes qui collaborent autour de l'entreprise viennent servir les intérêts de cette personne morale pour eux en tirer un bénéfice. La mission qu'on a une entreprise, c'est que l'entreprise soit viable, pérenne. Et d'ailleurs, si on n'a pas une entreprise qui est viable et pérenne et qu'on persiste, c'est une faute. C'est considéré comme sur un niveau, sur un plan légal, comme une faute, vraiment une faute. Ça veut dire que vous pouvez être interdit ou interdite de gérer une entreprise pendant 5 ans, je crois, si vous non seulement vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, mais surtout vous n'avez pas pris les mesures pour fermer votre entreprise quand vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Donc il y a vraiment même un côté punitif, mais qui nous montre bien que on n'est pas l'entreprise. En tant que solopreneur et en auto-entrepreneur, vous pouvez faire plein de grosses erreurs et puis vous allez payer des trucs et des machins, mais on va pas vous interdire de entre guillemets de monter une entreprise. Donc il y a vraiment ces deux notions. Quand vous vous mettez dans une posture de CEO, c'est que vous avez besoin, envie de déléguer, d'avoir du soutien, etc. Pour moi, déjà, dans un premier temps, ça part de la vision. C'est quoi votre vision? Votre vision peut évoluer, mais c'est quoi votre vision? C'est pas un passage obligé d'être CEO. Si vous avez votre vision, je vais vous donner entre guillemets une réflexion. Si votre vision, c'est je veux me lever le matin, bosser quand ça me chante, d'avoir une pincée de clients, de pouvoir être 100% libre de mon temps pour pouvoir faire quelque chose que j'aime, etc. Il vaut mieux pour vous que vous soyez dans cette logique de solopreneur ou dans ce cas-là, mais là, je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas complexifier les choses, c'est quand vous avez complètement délégué la gérance de votre entreprise et que vous supervisez l'ensemble. C'est vraiment, vous êtes, en anglais, on dit business owner, quoi. Vous détenez le business, mais vous n'avez pas la gouvernance, entre guillemets, le pilotage de l'entreprise. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Vous avez embauché un CEO. Donc là, vous êtes business owner. Et donc là, vision, concept store, âme fauve, développer un véritable art de vivre et côté humain avec accompagnement. Moi, quand tu me dis ça, je sais que c'est Sarah, même si je vois pas là, mais quand tu me dis ça, Sarah, ce que je vois, c'est que c'est essentiel pour toi. C'est vital pour toi dans ta vision de déléguer. Vital. Mais on va en parler. On va parler de délégation et pas que. Donc là, en fonction de ta vision, tu sais d'ores et déjà que ton business ne peut pas être un business de solopreneur. Quelqu'un qui me dit je suis coach, je veux coacher des personnes là où je vais les rencontrer dans le monde entier, où je veux vivre dans ma petite maison au bord d'un lac et coacher des clients, peut-être 5 clients dans l'année, mais qui me payent super cher et où je les accompagne sur un an, par exemple. Je coach des clients qui me payent tous les mois, on va dire, allez, tous les mois 3 000 euros. Je les coach pendant un an.
et je prends 5 clients. 5 clients fois 3, ça fait 15 000 euros tous les mois. Je suis dans ma petite baraque au bord du lac. Si c'est la vie que je veux, c'est génial. Et là, si c'est ce que tu veux, tu as tout intérêt à être solopreneur. Si tu commences à vouloir embaucher des équipes parce que tu entends que c'est bien d'avoir des équipes, parce que tu as ce fantasme d'avoir du monde pour avoir du monde, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas finir par avoir un business qui ne te plaît pas. Et il y a énormément d'avantages à être solopreneur et aussi énormément d'inconvénients. Donc ça, pour moi, c'est lié à une vision qui tourne encore une fois autour de soi. Est-ce qu'on peut avoir un business lifestyle quand on est CEO? Oui, mais il y aura plus de contraintes. Parce que quand il y a des personnes qui comptent sur toi, quand tu comptes sur des personnes, tu dois les manager. S'il n'y a pas un minimum de rigueur, les personnes ne seront pas rigoureuses. Si tu n'as pas de moment pour te retrouver avec ton équipe, des réunions régulières, etc., un moment, ça va vraiment se déliter. Ce sera très difficile de piloter l'entreprise et ce sera très difficile d'atteindre des objectifs. Donc, il y a besoin d'avoir une certaine rigueur, une certaine régularité. Et ça, j'ai dit régularité, je crois, un mélange de rigueur et de régularité. La régularité, c'est bien la régularité. donc, donc, en fait, tu vas te retrouver avec un business en fait qui ne pourra pas fonctionner correctement. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de choisir. Et je vais te donner l'exemple d'un de mes mentors. Donc, il y a un de mes mentors, Scott Holford, qui donc je le suivais depuis un moment. J'ai progressivement bossé avec lui. Après, j'ai bossé avec lui en individuel. Lui, typiquement, il faisait payer 10 000 euros par mois. 10 000 dollars, pour être précis. 10 000 dollars par mois. Et quand je bossais avec lui, alors c'est marrant parce que c'était 10 000 dollars par mois. J'avais 2 sessions par mois. Et ça revenait, et chaque session, c'était 45 minutes, 1 heure, on va dire une heure pour arrondir. Et donc, je le payais l'équivalent de 5 000 dollars de l'heure. Je me disais, ah tiens, c'est marrant, je paye 5 000 dollars de l'heure quand même. Et donc, Scott, il avait commencé à monter un business qui a cartonné. En fait, c'est un petit génie. Enfin, quand je dis petit génie, c'est il est né petit génie, quoi. À 12 ans, il faisait je sais pas quoi. 13 ans, il avait son entreprise qui faisait déjà 1 million. Enfin, bref, vraiment un ovni. Et il avait monté une entreprise qu'il a fait exploser pour prendre une année sabbatique juste avant qu'on bosse ensemble. Et avant qu'on bosse ensemble, en fait, il avait cette énorme entreprise. Une entreprise, il y avait quand même, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de personnes qui travaillaient avec lui. L'entreprise faisait plusieurs millions, mais elle lui coûtait beaucoup d'argent aussi. C'est-à-dire que tous les mois, je crois que ça lui revenait à quelque chose comme 500 000 dollars entre la pub, le personnel, etc., etc. Donc, quand tu as 500 000 dollars de dépenses, tu as plutôt intérêt à avoir beaucoup de rentrées d'argent. Et la vraie question à se poser, pour lui qui est passé de solopreneur ou petite boîte à une boîte plus grosse, c'est est-ce que je suis la personne qui peut gérer la pression que ça représente d'embaucher autant de monde, gérer la pression que ça représente de former autant de monde, gérer la pression que ça représente de piloter autant de monde et gérer la pression que ça représente de faire entrer autant de clients. Parce que vous imaginez bien que à 500 000 dollars par mois minimum, c'est-à-dire 500 000 dollars, ils sont à l'équilibre. En dessous, ils perdent de l'argent. Mais il avait besoin de faire rentrer beaucoup d'argent et donc beaucoup de clients. Et donc beaucoup de pression de pouvoir gérer les clients. Donc au final, il s'est retrouvé avec un business qui ne lui ressemblait pas et il a pété un câble. Il était parti faire un petit tour plus en voilà, voiture ou je sais pas quoi. Et il revient et dit je peux plus faire ce business. Donc il rassemble ses équipes. Bon, il y en a qui lui ont voulu, etc. Mais je peux plus faire ce business. En fait, on abandonne, on arrête. Et donc du jour au lendemain, il ferme sa boîte. Et qu'est-ce qu'il a fait après avoir fermé sa boîte? Donc la boîte faisait énormément d'argent, mais c'était très dur d'être profitable. Il a tout arrêté et il a commencé à prendre des clients comme moi en individuel, donc des personnes, alors il nous a payé cher, mais des personnes qui sait qui peut aider, avec lesquelles il a envie de travailler. D'ailleurs, il m'a fait un super, il a fait une vidéo de présentation et à un moment il met une vidéo de moi et il dit ouais,
Ça m'a touché, ça m'a flatté, hein, ça flatte l'ego en disant mais c'est le genre de personne avec lequel on aime travailler, etc. Mais moi, ce que ça m'a renvoyé, c'est que il a eu ses clients idéaux, il a eu ses clients de cœur. Et du coup, il a transformé son business d'un business avec plein de salariés en un business où il est tout seul, où il bosse. Alors, il a fait une année sabbatique, donc il se déplaçait, etc., avec son chien, sa femme. Un business qui fait de n'importe où. Il avait pas plus de 2 ou 3 clients par jour, 45 minutes, 1 heure max. Moi, j'ai pris un avion, je suis allé le voir, on est allé à San Francisco. On s'est posé un moment dans une... bah, il avait pris un super Airbnb, etc. Donc, on a bossé pendant 2 jours là-bas. Bon, on ne dormait pas là-bas, mais on bossait toute la journée là-bas. Pendant 2 jours, on a bossé ensemble. Après, moi, je faisais partie de ses clients VIP, donc je suis allé chez lui, bosser chez lui. Et on a bossé dans son appart. Cool. Et ça ressemblait à ce qu'il avait envie de vivre en fait. Il n'avait pas envie d'avoir le grand bureau avec les salariés où il arrive. Tiens, Scott, la réunion, t'as pas oublié. Il y a ceci, il y a cela. Et j'ai trouvé ça super inspirant de voir qu'il a été en capacité de tout arrêter. C'est-à-dire une entreprise il faisait entre 1 million et plus par mois. Une entreprise multimillionnaire pour descendre à un truc où euh, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, 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 le son est revenu, super. Ok, super, merci, merci, désolé. Alors, je sais pas où je m'étais arrêté, ce que vous aviez entendu ou pas. Euh, Alors, ah oui, donc ouais, vous avez raté une petite musique. Ok, super, je suis là, I'm back. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il s'est retrouvé avec un business. Voilà, moi, ce que je disais, c'est que j'avais vraiment l'impression de passer un moment avec un ami, un cadre super amical, idéal, et en fait, c'est ce qu'il avait décidé de faire. Alors, après, progressivement, il a pris une, deux, trois personnes, mais il a gardé un business lean,
frugal. Voilà, c'est ça. J'étais invité chez lui et donc on a passé ce moment-là. On a bossé ensemble et il a créé un business lean, frugal, où il y a peu de dépenses. Il n'a pas un bureau, un truc, un machin et énormément de dépenses. Et quasiment l'ensemble de ses revenus, il les mettait dans un il a investi entre guillemets. Donc il a investi dans des choses qui lui rapportent de l'argent, mais surtout il a investi dans la maison de ses rêves. Donc la maison de ses rêves, elle est voilà en Californie. Euh, c'est presque dans une forêt, ça surplombe, c'est une magnifique maison. Donc il a pu acheter la maison de ses rêves en étant vraiment focalisé sur faire plus de bénéfices, servir mieux moins de personnes. Et ça c'est génial. Et il me partageait aussi que à force, il avait eu tellement de clients que il commençait à avoir plein de clients déçus parce qu'il avait vraiment pas la capacité de bien les servir entre guillemets. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça super inspirant. Euh, pour autant, aujourd'hui, il a une équipe, mais c'est une équipe qui reste à taille humaine et qui correspond à ce qu'il veut. Et je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner même deux autres exemples. Je vous donne l'exemple c'est un exemple inverse. L'exemple d'autres mentors avec lesquels j'ai travaillé, deux, et quand ils ont commencé, ils faisaient tout seul. Il y en a un qui avant était pasteur et l'autre, je me souviens plus ce qu'il faisait, mais je crois qu'il était copywriter. Un copywriter et un pasteur. Et le pasteur, si vous voulez, il en avait marre de gagner, je crois qu'il devait gagner 30, moins, non, 25 000 dollars par an. Et il emmenait sa petite amie à Taco Bell. Et Taco Bell, c'est un petit peu une espèce enfin, c'est un fast-food, un peu un McDo façon un peu hispanique. Et Taco Bell, c'est vraiment ouais, non, c'est de la malbouffe, quoi. Moi, quand je vivais aux États-Unis, on allait au Taco Bell, qu'on sortait de soirée, qu'il y avait rien d'autre ouvert, qu'on était, euh, on va dire, torchonné, et qu'il fallait se mettre un truc dans le ventre pour reprendre ses esprits. C'est vous dire, c'est pas de la, voilà, c'est pas du luxe, quoi. Et donc il emmenait sa petite amie tous les dimanches, c'était leur rituel au Taco Bell pour manger. Et donc il bosse avec ce mec-là et il commence à apprendre des techniques marketing, etc. Et à un moment il se dit, sa femme qui est coiffeuse, il se dit, ben moi je vais l'aider dans son salon de coiffure et je vais commencer tous les trucs que j'ai appris en marketing, l'aider à attirer des clients. Et il fait ça. Et son plan, je vous dis son plan de base, c'était, je vais rester à la maison, faire ce que je kiffe, bosser pour ma femme et lui attirer plein de clients et moi entre guillemets je lui demande pas d'argent mais comme ça mettra de l'argent pour le foyer. C'était son plan de départ. Ça a tellement bien fonctionné que les amis de sa femme disent mais est-ce que tu peux faire ça pour mon business aussi? Et il a fait pour un autre, un autre. Et au bout d'un moment, il se rend compte que il pensait pas assez grand, qui pensait entre guillemets petit parce que c'était lié à son contexte de pasteur à qui on dit l'argent c'est mal, faut pas en avoir trop, faut avoir juste ce que tu peux, etc. Et quand du coup quand il a pris conscience en fait de ses limites, quand il a pris conscience qu'il était justement en train de se limiter, je veux juste m'assurer, ouais, je veux vérifier que vous entendez, vous avez bien le son, ok super. Quand il s'est rendu compte en fait qu'il était en train, je compte sur vous pour me dire si à un moment vous voyez le son qui disparaît. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était vraiment en train de se limiter, à ce moment-là, avec son associé, il se dit mais est-ce qu'il faudrait pas qu'on grandisse? Et ils se sont dit non non, on va regarder notre business à la taille voilà à la taille qu'il faut. Et leur business commence à grossir, et ils font tout seuls. Vraiment dans l'esprit solopreneur. On garde notre business pour pouvoir passer du temps avec notre famille, mais le business commence à les dépasser. Et là, ils se sont retrouvés justement dans l'effet inverse de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils devaient faire tellement de choses seuls qu'ils n'avaient plus de temps pour leur famille et qu'au bout d'un moment, la femme de l'un des deux lui a dit écoute chérie, moi tous les gens que je vois dans ton entourage qui sont des entrepreneurs qui bossent comme ça, ce sont des mecs seuls, leur couple est parti en vrille et moi c'est absolument pas ce que je veux pour notre famille, donc il va falloir que tu fasses un choix. Elle a pas dit un choix entre moi et ton business, mais il va falloir que tu fasses des choix entre guillemets. Ça c'était un électrochoc pour lui. À un moment il s'est dit mais si j'ai plus d'énergie, plus de temps pour ma famille
et pour les gens que j'aime, en fait, ça sert à quoi d'avoir un business? Est-ce que je fais un business juste pour avoir de l'argent? Et là, il s'est rendu compte qu'il pouvait plus rester dans cette logique de solopreneur. Et ils ont commencé à monter une équipe et à grossir, et à grossir, et à grossir, et à grossir. Et là, ils ont une équipe de plus de 100 personnes. Ils ont 4-5 boîtes. Là, je sais plus son portfolio s'élève à combien, mais aux dernières nouvelles, c'était plus de 100 millions entre guillemets de valeur. Il achète des biens immobiliers, une dizaine, vingtaine tous les mois, etc. Et leur business a fait ça. Mais parce que justement, au bout d'un moment, ils ont compris que ils pouvaient pas aller là où ils voulaient euh, si jamais ils restaient seuls. Donc là, je vous montre deux cas de figure totalement différents. C'est pour ça que je voulais commencer un peu par de la, enfin pas un peu, je voulais commencer par de la narration pour vous montrer deux cas de figure différents. Une personne qui avait un business énorme et qui au final était en train de partir en burn-out et en stress, etc. et a downsizé son business. Et d'autres qui sont partis petits, qui voulaient rester petits et qui ont dû étendre leur business pour pouvoir réussir. Donc en fait, ça tient à ce que vous voulez. Et je vous donne très récemment, il y a un mentor, je voulais me faire mentorer par lui depuis un moment, mais c'est ultra select, ils prennent que 100 personnes dans le monde. Là, j'ai pu rentrer dans ce mastermind et j'ai été hyper surpris. C'est quelqu'un qui avait aux dernières nouvelles, quand je m'intéressais à comment était structuré son business, etc., il avait 50 personnes, une grosse entreprise. Il faisait, je crois, plus de 36 millions par an. Et là, en fait, donc quand j'ai fait une session avec lui, il m'a expliqué qu'ils sont passés de 50 à une trentaine, puis à une quinzaine. Et là, ils vont ramener leur business à 6 personnes. 6 personnes. Et ils vont servir beaucoup moins de personnes, mais beaucoup mieux et faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de profit. Beaucoup plus de profit. Euh, donc c'est là où c'est intéressant. C'est de voir qu'il n'y a pas un modèle. Il y a qu'est-ce que vous voulez avoir comme vie et à quel modèle vous allez adhérer. Si vous êtes solopreneur, vous pouvez être limité, mais vous pouvez aussi créer un business à votre mesure. Si vous vous mettez dans la peau d'un CEO avec des équipes, le fait d'avoir des équipes, ça va représenter aussi une charge, entre guillemets, émotionnelle. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois vous avez la pression de payer les personnes alors que et c'est peut-être un mois plus compliqué. Vous allez avoir plus de responsabilités, mais vous allez avoir aussi le entre guillemets, si vous voulez avoir plus d'impact, si vous voulez toucher plus de monde, si vous voulez rester dans votre zone de génie, vous allez aussi être en capacité de vous reposer sur des personnes. Et la question, c'est d'abord qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre vision, et ensuite quelle personne voulez-vous devenir. Est-ce que vous avez envie de devenir ce CEO ou cette CEO qui est en capacité de d'avoir du leadership avec ses équipes. La question, c'est pas est-ce que vous en avez les capacités, est-ce que vous croyez que vous pouvez le faire ou pas. C'est est-ce que vous êtes cette personne, est-ce que vous voulez devenir cette personne entre guillemets. Si vous voulez devenir cette personne, vous allez acquérir les compétences pour le faire. Moi, je me racontais l'histoire que j'étais un bon numéro 2, que j'étais bien derrière une personne qui prenait plus de risques devant. Mais en fait, quand je me disais ça par le passé, je me rends juste compte que je fuyais mon leadership. Je fuyais le fait que je peux être sur le devant de la scène. Je prenais pas ma responsabilité. Qu'est-ce que ça vous yes, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? N'hésitez pas à réagir par rapport à vous. Qu'est-ce que ça vous renvoie de vous et de vos envies, de ce que vous visez, de vos aspirations, etc. N'hésitez pas à réagir aussi. Le live est fait pour vous. Il y a quelque chose, en attendant vos réactions, il y a quelque chose que j'aimerais vous partager. Et j'aimerais vous partager les points importants d'une entreprise parce que parfois, on ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter en se disant oui ou non, je veux être CEO de mon business ou pas. Je vais vous montrer. Alors, je vais pas passer trop de temps sur le côté solopreneur parce que le côté solopreneur, c'est vous avec tout ce qu'il y a à faire. Et juste, je répète, quand vous faites tout, vous faites tout. Ça veut dire tout ce qu'on va voir là, tout ce qu'il y a dans une entreprise, vous êtes une personne qui fait tout en fait. Voilà. Sarah qui dit, ça me fait grave envie. Par contre, la question
et la peur, trouver les bonnes personnes avec lesquelles s'entourer. Super, je note ça. J'y répondrai après. Ok. Donc, là, je vais passer en mode quoi? En mode dessin. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous partager mon écran, je vais passer en mode dessin pour parce que comme vous savez, j'aime bien parler aussi avec des voilà. Hop. Yes. Et là, on voit ma grosse tête. Donc, ici, vous avez votre entreprise. Donc, bon, l'entreprise, là, c'est tout ce qu'on va faire. L'entreprise. Sous l'entreprise, vous avez, alors là, on va dire le CEO. Le CEO, il doit avoir des différentes responsabilités. Et là, je vais juste vous montrer, il y a différents pôles dans une entreprise. Dans une entreprise, il y a le marketing. Alors, marketing, je mets marketing et com, on va les mettre ensemble. Dans une entreprise, vous avez la vente. Dans une entreprise, vous avez tout ce qui est process opérationnel. OPS, on va dire opérationnel. Vous avez toute la partie livraison, accompagnement. On va parler de produits. Voilà, produit, c'est offre, service, livraison. Alors, je vais mettre produit et service. Vous avez aussi la partie finance. Et vous avez d'autres choses comme tout ce qui est admin. Admin, vous avez le légal. Donc admin, on pourrait éventuellement mettre avec légal, etc. Donc ça, c'est globalement les choses que vous avez à gérer. Et bon, je mets admin et RH parce que la partie RH, c'est plutôt de l'humain, mais voilà. Donc ça, quand vous êtes solopreneur, vous faites tout ça. Vous gérez votre marketing, vous gérez votre communication, vous gérez les ventes, vous gérez tous les process et l'opérationnel dans votre boîte, vous gérez les produits, les services, la manière de délivrer à vos clients, la finance, l'admin, le recrutement, l'aspect légal ou en tout cas une partie de cet aspect légal. Déjà, juste une question qui me taraude. Est-ce que est-ce que aujourd'hui au quotidien, salut Alexis, ouais, t'arrives pile quand je dessine. C'est le moment ultime. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a tout ça à faire dans une entreprise? Très, très honnêtement. Est-ce que vous voyez qu'il y a des zones chez vous qui sont complètement délaissées où vous dites ça, je sais pas ce que c'est, ou je m'en occupe pas, ou je le sais, mais c'est un peu délaissé? Est-ce que déjà vous avez cette prise de conscience? Oui. Ok. Donc alors, oui, ça fait beaucoup. Eh ben bien sûr, ça fait beaucoup. Alors là, je sais pas qui c'est qui dit oui, très intéressant. Je connais pas du tout ces aspects. C'est quoi les process? Ops, je vois pas trop. Voilà, je vais expliquer tout ça très rapidement. Donc ça, globalement, c'est ce qu'il y a dans une entreprise. Que vous en ayez conscience ou pas, c'est soit vous n'en avez pas conscience mais vous le faites, un petit peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Soit vous n'en avez pas conscience et vous ne le faites pas. Et dans ce cas-là, vous risquez d'avoir des petits problèmes à un moment donné. Ouais, Christelle qui nous dit oh putain non, mais on voit ce schéma, je vois clairement ce que je ne regarde pas et que du coup je préférerais déléguer. Là, ce que je vous demanderais, c'est
clairement, projetez-vous là-dessus. Déjà, il y a des mots, je pense que quand vous les voyez, ça vous donne de l'urticaire. S'il y a des mots qui vous donnent de l'urticaire, dites-vous, OK, qu'est-ce que je peux vous vous poserez la question, OK, je me projette dans mon entreprise qui fonctionne à plein régime, exactement comme je veux l'avoir. Qu'est-ce que je pourrais ne pas faire? Ou qu'est-ce que je devrais ne pas faire? Et vous allez commencer à rayer des choses. En général, chez les profils que je rencontre dans le groupe, la finance, je veux pas. Process, je veux pas. Admin, RH, je veux pas. Légal, je veux pas. La vente, bon, je peux, mais voilà. Mais si je pouvais me focaliser sur ce que j'aime faire et éventuellement sur communiquer, ça me va. Et la plupart des personnes ne font que ça. C'est-à-dire, dans le pire des cas, on a des personnes qui ne font que ça. C'est-à-dire, elles ne font que délivrer. Est-ce qu'elles vendent? Pas vraiment, en fait. On vient leur acheter. Elles ne vendent pas. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont pas dans une posture de vendre. Elles sont juste dans la posture de on parle de moi et moi, je prends le téléphone pour les gens qui ont pris un rendez-vous et je leur parle de ce que je fais et les personnes disent oui ou non. Mais en gros, ce sont les personnes qui viennent acheter comme un magasin, en fait. Un magasin qui est sur une place, les gens rentrent dans le magasin, ils payent pas, ils achètent, voilà, ils viennent pour regarder ou pour acheter, mais il y a pas de souveraineté là-dessus. Donc ça, c'est un cas de figure. Après, il y a le cas de figure des personnes qui se disent, OK, je sais que j'ai des produits, des services, mais par contre, je sais que je dois communiquer. Alors là, ce sont presque des influenceurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un produit, qui vont communiquer, mais par contre, qui ne passent pas par l'étape cruciale. Une fois que tu as fini de communiquer, c'est vendre. Parce que la vente, ça fait peur. On n'a pas envie d'être considéré comme un marchand de tapis, entre guillemets, sans manquer de respect aux marchands de tapis. Et du coup, on ne fait qu'une partie. Maintenant, une entreprise, c'est bien plus que ça, en fait. Oui, il y a la vente. La vente, je vais pas trop parler de ça, mais la vente, c'est essentiel. Et la vente proactive. D'accord? La vente proactive. Pas attendre que les gens viennent vers moi. Je vous donne juste un chiffre sorti de mon chapeau, mais qui est une observation. Si une observation basée sur mon expérience. Alors là, c'est mon expérience personnelle. Et pourtant, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent vers moi. Si je me contentais des personnes qui venaient vers moi et des gens qui venaient par le bouche à oreille, je pense qu'on ferait 10 à 15% du chiffre d'affaires qu'on fait. Et a fortiori, qu'on aiderait 10 à 15% des gens qu'on accompagne. Donc, si vous attendez que ça vous tombe dessus, c'est compliqué. Et puis, il y a une autre chose, alors j'en parlais aujourd'hui en coaching, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte. Pourquoi est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui sur le marché en ligne et qui doivent vendre en ligne disent c'est compliqué, j'arrive pas à vendre, etc. Ça avait l'air simple. C'est parce que le marché, il grandit et l'offre, elle grandit. Donc, vous avez un marché qui était celui-là, avec, on va dire ça, c'est la taille de l'offre. Et puis dedans, voilà, il y avait la demande. C'était beaucoup plus facile de s'en sortir là que dans un marché où vous avez une offre qui est comme ça, vous avez plein d'autres acteurs, plein d'autres acteurs comme vous. Si on considère les centaines de personnes qu'on a aidées, si on considère les milliers de personnes qui ont été aidées par des confrères, si on considère les dizaines de milliers de personnes qui ont appris à faire du marketing, etc., comprenez que le, le, le champ est beaucoup plus occupé. Regardez juste, observez juste combien de personnes avant vous voyez sur votre profil qui communiquaient parce que la personne a un business. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans. Combien de personnes vous voyez aujourd'hui? Ouvrez votre fil d'actualité Facebook, scrollez et regardez qui communique pour toucher son audience et donc pour vendre après. Il y a beaucoup plus de monde. Donc, si vous restez juste passif, dites-vous que les personnes, ça, c'est la personne qui est passive qui attend que les personnes ici viennent vers elle. Voilà. J'attends que les gens viennent vers moi. Et là, ici, on va dire les personnes comme moi, comme les extraordinaires qu'on coach,
qui sont actives et qui vont aller vers ces personnes-là. En fait, vous ne pensez pas qu'elles seront interceptées avant d'arriver vers vous. C'est pour ça qu'après, il y a de moins en moins de personnes qui viennent vers vous. C'est juste parce qu'il y a des gens qui sont actives et proactives, qui vendent de manière proactive, qui n'attendent pas que les gens viennent vers elles. Oui, il y en aura. 10 à 15% des gens que vous pouvez aider. Si ça vous va et si 10 à 15% des gens, c'est suffisant par rapport au chiffre d'affaires que vous projetez et que ça vous va comme réalité, c'est parfait. Continuez comme ça. Ça va juste baisser progressivement d'année en année, de mois en mois. Mais la réalité, c'est que ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, ça demande d'aller sur de la vente aussi. Ça demande d'aller sur de la vente et de la vente proactive. D'accord? Je vais revenir sur les autres parties. Hop. Je reviens sur les autres parties. Marketing com, j'ai pas besoin de faire le détail. Marketing, c'est parler de votre produit, c'est attirer les personnes dans votre écosystème, etc. Donc c'est tout ce qui va être attraction. Ça, c'est un aimant. Hein. Vous l'aurez bien sûr reconnu. Voilà. Donc c'est attirer les personnes, attirer l'attention, et puis c'est aussi déjà commencer à impacter. Pour moi, on commence déjà à impacter les personnes en élevant leur niveau de conscience, et on commence déjà à contribuer dans le marketing. La vente, c'est l'essence de votre business, c'est ce qui permet d'emmener de l'argent. Donc en vente, il y a plusieurs actions de vente. Vous pouvez avoir des actions marketing qui vont emmener à la vente, mettre en place ce qu'on appelle des tunnels de vente, des entonnoirs de vente, qui est un meilleur terme. Donc vous avez ça, vous avez tout ce qu'on appelle le setting, les personnes qui vont parler avec d'autres personnes pour les emmener vers des appels, pour pouvoir les aider. Vous avez le closing, donc avoir une personne au téléphone pour pouvoir la servir et lui proposer l'offre de transformation dont elle a besoin. Donc ça, globalement, la vente, c'est globalement tout ça. C'est les appels, c'est les relances, c'est tout ça. C'est toutes ces actions que vous devez faire. Et là-dedans, il y a une liste d'actions quand même assez complète. Faire des appels, faire des relances, parler avec des personnes, les emmener vers des appels téléphoniques, etc., etc. Process et opérationnel, c'est tout ce qui permet à votre entreprise de fonctionner. C'est quand on met en place des process, je vais juste vous expliquer ce qui n'est alors une manière de fonctionner freestyle et une manière de fonctionner processisé. Imaginez que quand un client arrive, que quand un client vient voilà dans votre offre, vous dites juste tiens, j'ai eu le client au téléphone, bah je lui envoie un lien et puis on va se parler dans une semaine et ceci et cela. Et en fait, à chaque fois, c'est un petit peu freestyle. Un process, ça veut dire que vous avez une suite d'actions qui sont les mêmes, répétitives. Et vous savez, OK, quand étape 1, un client me dit oui par téléphone. Étape 2, je lui envoie un email. Étape 3, il paye. Étape 4, je reçois son paiement. Étape 5, je lui envoie sa facture. Étape 6, je lui envoie l'email de confirmation. Étape, je sais plus, je me suis arrêté, 6, 7, je lui envoie l'email avec les détails et ses accès pour ma plateforme. Étape 6, je lui souhaite la bienvenue. Étape 7, etc., etc. Vous avez un processus, vous avez des étapes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai chorégraphié, presque une chorégraphie, j'ai chorégraphié une suite d'actions qui permet d'obtenir un résultat. Donc, toute la partie alors là, je vais parler des process. Je vais vous montrer. Dans les process, ça va vous servir à quoi? Imaginez que vous avez une boîte. Alors souvent, quand on a un esprit plutôt créatif, plutôt libre, plutôt au feeling, etc., on a l'impression que tout ça, ça nous pose problème en fait. Pour moi qui avait un esprit plutôt, moi j'ai un esprit créatif. Je suis plutôt quelqu'un qui a eu un profil, on va dire, vraiment artiste avant et qui progressivement a rajouté de la structure parce que la vie m'a mis un peu poussé, on va dire. Et donc, je me suis rendu compte que avoir de la structure, c'est comme avoir des os.
une colonne vertébrale dans un corps. Ça vous évite d'être un amas de chair informe et flasque. Blob, si vous aviez vu ce fameux film d'horreur qui mériterait d'avoir le Rotten Tomatoes Award, vous avez besoin de structure et c'est la structure qui va permettre cette fluidité, c'est la structure qui va permettre cette liberté. Sans structure, vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes que la victime de ce que vous pouvez faire et de vos limites. La structure, ça va vous permettre d'être beaucoup plus libre, d'avoir le choix, d'avoir vraiment, vraiment le choix. Donc, et de libérer de l'espace mental. Imaginez si à chaque fois vous avez juste à vous soucier de ce qui rentre et ce qui sort, c'est automatiquement. Alors là, c'est une petite coupe, genre la victoire, vous voyez. C'est automatiquement quelque chose qui va vous rendre et rendre votre client victorieux. Ça sert à ça en process. Ça sert à ce que les choses soient prévisibles et que vous ne soyez pas dans une charge mentale. Le process prend la place de votre cerveau. Vous pouvez poser votre cerveau ou l'utiliser à autre chose plutôt qu'à réfléchir aux 1000 suites d'actions que vous devez faire. Donc ça sert à ça d'avoir un process. Un process, ça peut prendre plein de formes. Donc, process opérationnel, c'est toutes les tâches opérationnelles de votre business. Je vous donne un exemple très concret de tâches opérationnelles. Alors c'est une tâche qu'on a à faire nous dans l'entreprise. Vous avez fait des coachings avec vos clients. Ces coachings-là doivent être sur une plateforme pour que les clients puissent y avoir accès, les regarder, accéder au replay, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui veulent revoir, etc. Bah, c'est une tâche opérationnelle. Vous devez prendre l'enregistrement, peut-être le télécharger, le mettre sur une plateforme, etc. Et vous pouvez le systématiser, donc de dire, OK, de manière systématique, dès qu'on finit un coaching, à la fin de la journée, le fichier vidéo doit être pris, doit être mis sur une plateforme et doit être ensuite posé sur notre espace membre. Ça, c'est systématisé. Ou vous pouvez automatiser. Ce qu'on a fait, entre autres, on a un outil qui prend automatiquement, dès que le coaching est fini, ça prend automatiquement sur Zoom le fichier vidéo. Ça le met automatiquement sur une plateforme vidéo qui nous permet de le stocker. Et ensuite, pour l'instant, on doit le mettre à la main sur notre espace membre. Mais on pourrait trouver une manière, de le mettre automatiquement sur l'espace membre en y passant un petit peu de temps et en se creusant un petit peu les méninges. Donc ça, typiquement, ça fait partie d'un process. Et ça fait partie aussi d'une tâche opérationnelle. Vous voyez? Donc, ça, c'est une idée. Alors, Alexis qui dit 80% de trucs que j'ai pas envie de faire. Mais non, je serais même prête à partir du live là. Mais non, reste, tu verras. C'est bien. La différence entre une activité. Non. Je sais qu'on s'entend pas là-dessus, Olivier, parce que pour toi, je sais qu'une activité, c'est une connotation plutôt péjorative. Moi, je dirais plutôt un hobby. Moi, je préfère dire la différence entre un hobby et une entreprise. Moi, j'ai pas de problème à dire une activité parce que pour moi, voilà, c'est même utilisé dans certains contextes en fait. On dit c'est quoi votre activité moi mon activité c'est faire ça ça ça. Donc moi voilà, j'ai pas cette perception. Après c'est propre, les mots sont propres à chacun. Mais moi c'est pas, je dirais la différence entre un hobby et une entreprise. Yes. Ok. Donc tu en es là, structuration pour expansion. Merci, je vais me pencher ce week-end pour ce process. Voilà. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'atteindre un autre niveau et que vous voulez toucher plus de personnes, d'avoir plus d'impact, etc., ça veut dire que vous avez besoin de penser dans ces termes-là. Donc, produits et services, donc là, ça parle de soi, c'est ce que vous délivrez. Et encore une fois, si vous traitez ce que vous délivrez juste comme si c'est vous, vous n'allez pas avoir cette tendance à l'améliorer. Si vous commencez à le traiter comme un produit ou comme un service, vous allez commencer à le découper en disant, OK, moi, mon accompagnement, les gens partent de là, ils arrivent là, il y a toutes ces étapes, c'est un parcours client. C'est un parcours client dans lequel il y a des phases où le client est down, il monte, il vit ça, il vit un gros moment de prise. Voilà, merci. Hop, machin, gros moment de prise de conscience, down, il revient, hop, et il a vécu sa transformation. Ça, ça fait un peu comme le battement de cœur, tu vois. C'est un peu ça. Et donc, ça,
ça veut dire qu'on peut aussi chorégraphier. Et nous, c'est quelque chose qu'on transmet à nos clients. D'ailleurs, demain, on anime une masterclass pour certains clients où on va leur montrer comment faire l'ingénierie de leur programme pour que leur programme apporte les transformations ou fasse le maximum pour apporter les transformations. Ça se chorégraphie. Et donc, il faut penser à son service, designer l'expérience, designer le ressenti de la personne pour que la personne puisse avoir la transformation. C'est pas le fruit du hasard, en fait. Si quand vous faites ça à une, deux, trois personnes, ok, mais quand vous devez servir plein de clients en même temps, ça a besoin d'être structuré. Donc tout ça, il y a besoin de cette structure aussi. Ok, je vais vous montrer ce que je dessine. Effectivement, c'est mieux si vous voyez. Euh, ouais. Ok, donc dans votre entreprise, il y a aussi la finance. La finance, c'est quoi? C'est pas juste regarder. Parfois, j'hallucine quand je demande aux personnes c'est quoi ton chiffre d'affaires. On me dit il faut que je demande à mon comptable. Quoi? Là, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux me passer la personne qui gère ton business? C'est pas ton comptable qui gère ton business, donc tu dois savoir combien d'argent rentre, combien sort, est-ce que c'est rentable, je fais quoi comme marge, combien de trésor j'ai d'avance. Si tu sais pas la trésor que tu as d'avance, comment tu sais qui tu peux embaucher? Comment tu sais si tu as, et là on en vient à la question de Sarah, comment tu sais si tu peux embaucher les bonnes personnes? Embaucher la bonne personne, c'est avoir les moyens, se donner les moyens. Alors, c'est pas toujours que des moyens financiers, mais c'est se donner les moyens d'attirer la bonne personne. Est-ce que tu en as les moyens? Si tu ne sais pas, si tu regardes pas tes finances, tu sais pas. Si tu ne sais combien tu as gagné dans l'année que quand la fin de l'année arrive, il y a un problème. Tu dois pouvoir le prévoir, tu dois pouvoir savoir exactement quelles actions il faut faire, combien d'actions il faut faire pour y arriver. Donc là, il y a tout ce qui est projection, évaluation sur le moment donné, rétrospective. Ok, un, deux, ouais. Alors, je sais pas ce que j'ai, je vais vérifier. Je crois que j'ai mon matériel qui me permet d'envoyer le son, la vidéo, etc. qui, je sais pas ce il est en train de faillir. Bref. Euh, ok, j'espère que c'est juste un problème temporaire parce que sinon ça va me frustrer, me chagriner. Donc, on se retrouve avec voilà. Donc si on prend après les aspects légaux, etc. Tout ça, ça peut vraiment vous aider même à avoir une entreprise plus profitable, avoir encore plus de possibilités, etc. Et la partie administrative, bah, c'est toute la paperasse, tout ce que vous devez faire en fait pour votre business. Donc en fait, gérer un business, c'est gérer tout ça. Et franchement, il y a des personnes qui se disent si on veut avoir un business vraiment, même pour soi, profitable, etc., on doit à un moment se pencher sur certains de ces aspects-là ou dans chaque domaine un petit peu, mais on peut pas faire la personne qui n'a rien vu, qui ne sait pas et qui se concentre uniquement sur délivrer à ses clients. Ça ne marche pas. Ça marche que si vous êtes solopreneur en auto-entreprise et que vous faites comme vous pouvez et que ça marche comme ça peut. Ça marche tant que ça peut. Ça marchera tant que ça pourra. Si vous voulez avoir de la prévisibilité, il faut un minimum avoir un œil sur votre finance, sur vos ventes, avoir un minimum de process. Si vous voulez pas vous cramer, c'est hyper important d'avoir des process, voire d'automatiser certaines choses, etc., etc. Donc c'est un ensemble de choses. Et donc le CEO, c'est quelqu'un qui a d'abord fait l'homme orchestre ou la femme orchestre. Et ensuite, quand on est vraiment dans cette logique de est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que j'ai envie de me focaliser sur...
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, ok. Ok, bon, merci pour votre patience. Ça me saoule, mais c'est pas grave. Au moins, vous n'avez pas entendu les jurons. Donc voilà, donc là, on va se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui va piloter des équipes? Si j'ai pas envie d'être cette personne qui va piloter des équipes, c'est possible. Mais encore une fois, ça va rajouter encore, entre guillemets, une couche. C'est-à-dire que entre vous et les personnes, ici, il va y avoir ce qu'on va appeler, on va dire, directeur, directrice opérationnelle, ou parfois on va l'appeler bras droit, parfois on va l'appeler, ce qui est très différent. Juste un truc, l'assistant ou l'assistante assiste le CEO. Ça veut dire que si le CEO a besoin de booker une nounou pour ses enfants, l'assistant, c'est le rôle aussi de l'assistant d'assister le CEO en tant que personne. Par contre, responsable directeur opérationnel, c'est le bras droit, mais qui, en fait, si vous voulez, toutes les personnes qui sont en dessous, alors on va pas nécessairement parler de niveau, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée, vont rendre des comptes au directeur opérationnel pour dire, OK, voilà comment ça avance, la partie livraison, est-ce que les clients ont des résultats, est-ce qu'ils sont satisfaits? Hop, je vais vous repartager l'écran. Hop. Je me suis rendu compte, mais c'est parce que j'ai tout débranché d'un coup. OK. Donc, est-ce que, donc je disais, l'assistant ou l'assistante assiste le CEO, mais directeur, responsable opérationnel, est plutôt au niveau de l'entreprise. Donc, ça veut dire, OK, c'est alors ce qu'on appelle parfois intégrateur. Bref, il y a plein de noms différents pour désigner ce même métier. Mais ça veut dire que toute la partie service, accompagnement, etc., ben, on remonte les résultats aux responsables opérationnels, la vente pareil, marketing pareil, sur la partie finance pareil. Et le responsable opérationnel est censé faire en sorte que tout ça fonctionne. En général, il ou elle a une aptitude supplémentaire. Ça peut être par exemple en marketing. La personne sait gérer le marketing et donc du coup intervient aussi à ce niveau important de l'entreprise ou la vente. C'est rarement, sauf dans une entreprise plus grande, quelqu'un qui n'a qu'un seul rôle. Et au début, quand vous allez commencer à embaucher des personnes, et là je vais revenir sur ta question, Sarah, comment embaucher les bonnes personnes? Soit tu as les moyens, il y a ce qu'on appelle les A players, les B players et les C players. Il y a ce qu'on appelle les spécialistes et les généralistes. Voilà. Vous avez en général, les 6 players, ce sont des tirs au flanc. J'en ai eu 2 dans mon existence, dans mes entreprises. C'est le ou la planqué. La personne qui a le boulot et qui cherchera à en faire le moins possible. Alors, j'ai jamais compris la motivation de ces personnes-là, mais en tout cas, elle était clairement pas dans ce qu'elle faisait. Et ces personnes-là vont faire en sorte d'en faire le moins possible, de toujours déléguer aux autres. C'est flou ce qu'elles font, etc. Donc, les 6 players, personne ne devrait, et d'ailleurs, ces personnes-là devraient vraiment trouver ce qui les anime et ne jamais se retrouver dans un poste où elles ont ce rôle-là. Parce que 6 players, c'est par rapport à un poste, c'est pas la personne en elle-même qui est une mauvaise personne. Des B-players, ce sont des personnes qui travaillent correctement, mais qui n'en feront pas plus. Souvent, ce sont des personnes qui sont très bonnes pour l'exécution, mais qui n'iront jamais chercher plus, jamais se former pour faire mieux, etc. Ces personnes-là, elles sont bien pour des tâches exécutives, mais ce sont pas des personnes à qui vous allez demander de manager, coacher des personnes et de monter en compétences entre guillemets dans l'entreprise. Elles sont bien là où elles sont, elles font bien le boulot, mais il faut pas attendre plus d'elles. Et souvent, il y a des personnes qui se trompent, qui pensent faire d'un B player un A player. Honnêtement, moi je l'ai pas vu.
mais peut-être que je manque de perspective. Sur les centaines d'entrepreneurs que j'ai fréquentés, personne n'a jamais vu ce schéma-là fonctionner. On ne transforme pas un B-player en A-player. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un A-player qui s'ignore, c'est trouver ce A-player qui s'ignore et le faire monter en compétence. Et ça devient un super A-player. Le A-player, c'est le genre de personne, il y a un problème dans l'entreprise, elle va chercher à le régler. Elle va pas vous dire, il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Elle va dire, OK, il y a un problème. Alors, je pense que je peux faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la personne qui, quand elle est au max, 1 heure de son temps vaut à 5 à 10 heures du temps de l'autre. C'est une personne qui va être efficace, efficiente, qui va s'améliorer. Ces personnes-là, est-ce qu'elles sont dures à trouver? Elles peuvent l'être parce que soit elles savent que ce sont des A-players et dans ce cas, elles sont déjà embauchées, soit elles ne le savent pas et ça veut dire que vous devez être le genre de personne qui sait dénicher les pépites. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'on a une bonne personne? Il y a plusieurs attitudes. Est-ce que c'est une personne qui est orientée croissance ou qui est dans un état d'esprit fixe, qui veut grandir ou qui veut juste être payé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est proactif ou quelqu'un qui est réactif? Déjà, vous avez plein de signaux par rapport à ça. Et comment recruter les bonnes personnes? Bonnes personnes, ça veut tout rien dire. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes pour un poste ou des mauvaises personnes pour un poste. Et on en revient à cette question-là. Je prends des généralistes ou des spécialistes. En général, quand on démarre, à moins que ce soit on va dire, un prestat qu'on paye, par exemple, à l'heure, voilà, et on a les moyens de se payer son taux horaire. Au début, on n'a pas les moyens d'avoir un spécialiste. Au début, on a surtout des généralistes et il y a plusieurs voies. C'est soit les généralistes. On peut avoir un généraliste qui est un A-player et en faire un spécialiste A-player. Ça, c'est faisable. Mais le généraliste, ce qui est bien, c'est qu'au début, quand vous démarrez, vous voyez, il y a plein de choses à faire dans l'entreprise. C'est peut-être quelqu'un qui va être bon là, qui peut vous filer un coup de main là, qui a quelques notions là, et qui va vous aider dans l'entreprise là où il peut, parce que ça va faire avancer l'entreprise. L'entreprise, elle va grandir. Donc, euh, oui, on peut passer de généraliste à spécialiste. Et au début, je vous encourage à prendre plutôt des généralistes. Si vous avez un généraliste, ça veut dire que dans votre entreprise, quand vous démarrez, en général, vous n'avez pas énormément d'argent. Vous avez la possibilité de payer imaginez si vous avez un budget pour ça et pour ça, il vaut mieux le donner à une personne que donner un petit bout, un petit bout, un petit bout, et vous avez quelqu'un qui est sur un carton et qui au final va devoir trouver d'autres missions à côté et au final va peut-être pas prendre votre business très au sérieux parce que malheureusement ça remplit pas son frigo, pas suffisamment. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais en général c'est mieux d'avoir des généralistes qui pourront se spécialiser ou parfois, quand l'entreprise grandit, eh bien, on passe à une autre vague de personnes. C'est-à-dire que les généralistes partent s'ils ne sont pas montés en compétences et ils laissent place à des spécialistes que vous allez payer uniquement pour ça et vous aurez les moyens d'avoir des spécialistes et players qui vont vous coûter très cher. Mais la personne, elle arrive, elle n'est pas informée. C'est elle-même qui va vous apporter des choses. Et d'ailleurs, euh, les spécialistes, les A-players finissent par être meilleurs que vous dans certains domaines de votre entreprise. Les spécialistes A-players seront nécessairement meilleurs que vous dans les zones de l'entreprise. Et j'ai eu un échange très rapide avec une personne qui est dans le groupe qui disait justement qu'elle se retrouve avec quelqu'un qui ne fait pas, entre guillemets, alors qui est très bonne dans un domaine, mais qui fait pas bien le taf ailleurs. Bah oui, c'est quelqu'un qui est bon dans un domaine et qu'il ne faut prendre que pour ça. Et ça veut dire, OK, j'ai un budget, par exemple, pour que tu m'assistes sur une partie, mais sur le reste, on oublie parce que c'est pas la bonne personne. Et n'essayez pas de faire rentrer au forceps vos besoins dans une personne. Euh, voilà, faut pas faire rentrer au forceps ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Je vois aussi une erreur qui est faite des personnes qui disent ah tiens je veux travailler avec machin. Donc elles vont prendre machin, elles vont dire bah ok en fait tu pourras m'aider dans l'entreprise et les deux veulent bosser ensemble dans le marketing, dans la vente, dans le truc. Et en fait machin, il se trouve que machin n'est pas du tout compétente dans un domaine et n'a pas trop envie de le faire etc. Et en fait c'est un fiasco total.
Donc, c'est pas je veux bosser avec mon ami parce que mon ami est sympa et ce serait cool de bosser ensemble. C'est j'ai besoin d'eux qui correspond à ça. Vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire dans votre entreprise et où est-ce que vous avez besoin d'aide. Euh, Pourquoi Solange a rejoint l'équipe au niveau de la vente? Parce que Solange, c'est une personne que j'apprécie, qui intervient déjà dans le mastermind. Donc, il y a déjà ce rapport de confiance. Solange, c'est une personne qui porte les valeurs des extraordinaires. C'est une personne qui spontanément, naturellement, a parlé de nous, a ramené du monde. Et c'est quelqu'un, en coaching, elle m'a bluffé sur sa capacité à euh, avoir la bonne posture en vente, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai vu qu'elle avait toutes les aptitudes et je lui ai demandé, OK, est-ce que ça te demande? Est-ce que ça te dirait qu'on bosse ensemble? Et elle le fait avec cœur et elle était enjouée à l'idée de le faire et de collaborer plus. Et parce que Solange a d'autres compétences, d'autres qualités, ben elle intervient, elle va intervenir encore dans d'autres choses avec justement ce profil. Alors, je vais pas dire généraliste parce qu'elle a plusieurs spécialités, on va dire, mais qui peut intervenir à différents niveaux de l'entreprise. Donc ça, c'est génial. Et c'est ce qu'on fait, on va dire, un peu tous dans l'entreprise. Vanessa, elle intervient sur des parties marketing, communication, opérationnelle, l'accompagnement de nos clients. Donc tout ça, c'est ça, c'est quand vous avez, pour moi, c'est quand vous avez les bonnes personnes. Les bonnes personnes sont en capacité d'avoir l'attitude, les résultats et la culture d'entreprise. Et quand je dis la culture d'entreprise, c'est il y a des valeurs dans l'entreprise. Il y a une culture, il y a des choses que vous voulez véhiculer. C'est tout ça en fait. Ça vous parle? Donc, pour en revenir à notre sujet, cette question justement de CEO versus solopreneur, en fait, vous vous rendez bien compte que si on a envie d'impacter, si on a envie de toucher plus de personnes, si on a envie de générer plus de revenus, à un moment, il faut se structurer au minimum. Là, vous pourriez générer plus de revenus en tant que solopreneur en apportant de la structure, de l'automatisation si vous bossez seul, ou en augmentant considérablement vos tarifs. Et c'est une voie possible. Vous pourriez très bien vous dire, j'ai 5 clients à 100 000 euros par an. C'est possible, hein? 5 clients à 100 000 euros ou 5 clients à 30 000 et vous avez 150 000 euros et c'est génial et ça vous suffit. C'est une voie possible. Et c'est une voie qui serait très légère parce que accompagner 5 clients, ça ne vous demande pas de mettre en place des process de dingue. Enfin, tout dépend ce que vous faites. Par contre, si vous voulez impacter beaucoup plus de monde, etc., au bout d'un moment, vous allez être pris ou prise à la gorge. Vous allez vous rendre compte, OK, là, je suis avec mes clients, mais je commence à avoir j'ai des appels prévus. Comment je gère mes appels? Il y a des clients qui me demandent des trucs. Comment je le fais alors que là, je dois être ici et là? Et vous allez détester votre business. Donc, posez-vous bien dessus. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qui vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie de manager, de coacher des gens, parce que ce sera une partie de ce que vous allez faire. Est-ce que vous avez envie de bosser seul? Est-ce que vous avez envie de bosser en groupe et dans ce cas-là, ou en équipe, et dans ce cas-là, c'est non négociable? Moi, la période où j'ai bossé seul, c'était pas, franchement, c'était cool, c'était pas mal, mais je préfère bosser en équipe. Pour moi, c'est plus stimulant de bosser en équipe. J'aime travailler en équipe. Donc, le côté solopreneur, pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas la meilleure solution d'être tout seul, voilà, tout seul dans mon coin avec mon business. J'aime échanger avec des personnes, j'aime prendre en compte la vie des personnes, j'aime avoir leurs idées, partager, j'aime être surpris. Et puis, pour moi, il y a une forme de stimulation aussi. Je suis beaucoup plus stimulé si je suis en équipe que si je dois faire les choses aussi tout seul. Tout dépend ce que c'est le sujet, mais sur du long terme, etc., j'aime travailler en équipe. Euh, et ton équipe aime bosser avec toi. Yes, merci Olivier. C'est alors je regarde. Ouais, Alexis qui dit aussi, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus d'énergie quand je suis dans un groupe, mais je vais forcément être seul quand je vais lancer mon activité, non? Tu peux démarrer seul, mais c'est pas une obligation. Moi, il y a des business que j'ai démarré déjà à 3 personnes en fait. C'est-à-dire, j'avais envie de faire quelque chose, il y avait les bonnes personnes ou une personne avait une idée, elle est venue me chercher, donc c'est pas une obligation.
Et je pense que premier business, bon moi j'étais en solo, donc j'étais seul. Deuxième, c'était un collectif, donc on était un sacré petit groupe. Et puis après, ça s'est un peu étiolé. Et puis après, on a eu un pic à euh, 13 ou 14 je crois, 14 personnes. Donc on avait commencé à plusieurs, sous forme de collectif. Après qu'on a monté une entreprise, on était deux à la tête de l'entreprise. Autre business, on était quatre. Un autre business, on était trois. Donc voilà, tu peux absolument lancer une activité sans être seul. Et voilà, c'est vraiment une question de choix. C'est qu'est-ce que tu veux? Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Tu pourrais lancer ton activité seul et très vite avoir les moyens de faire appel à des personnes ponctuellement. Les personnes, peut-être qu'elles aimeront travailler avec toi, elles aimeront plus de régularité, ou elles aimeront que ce soit leur business aussi, et donc elles te le diront. Bref, il y a vraiment plein de voies possibles en fait. Ouais. Euh, mm, mm, mm. Alors tu dis, tu vois une casquette alors que c'est pas une simulation de call. Ben non, Elsa, c'est pas la casquette des calls là. Là tu déconnes, tu te souviens pas. Tu te souviens pas. Donc voilà. Dites-moi, vous, c'est quoi votre pépite ce soir-là? Qu'est-ce que vous retenez pour qu'on puisse terminer le live? Qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi votre pépite ce soir? Comment est-ce que vous voulez aborder les choses? Qu'est-ce que vous retenez ce soir par rapport à cette notion justement CEO versus solopreneur? Est-ce que ça vous donne plus de clés? Est-ce que ça change peut-être un peu votre perspective? Encore une fois, il y a plein de voies qui sont possibles. Mais en fonction de ce que vous voulez, il y en a une qui sera privilégiée en fonction de l'expérience que vous avez envie d'avoir de la vie, de votre business, des responsabilités, etc. Euh, Si vous voulez faire quelque chose et que vous n'en avez pas encore les moyens, sachez que vous allez passer par des périodes qui peuvent être plus ou moins longues, qui peuvent se compter en semaines, en mois ou en années. Par exemple, si vous avez envie d'être uniquement de piloter votre entreprise et d'avoir un responsable opérationnel qui pilote tout le monde, ça, à moins que la personne souhaite se mettre entre guillemets comme partenaire, associé, etc., c'est quelqu'un que vous payez, quelqu'un qu'il va falloir payer assez cher pour piloter tout le monde et tout piloter. Donc, ça veut dire que ça va vous demander d'avoir les moyens. Donc, ça peut vous demander un petit peu de temps. Et je dis toujours ça peut au conditionnel parce qu'il y a pas de vérité là-dedans. C'est chacun avec son expérience, avec sa capacité à croître vite, etc. Si vous avez une équipe, vous avez aussi plus de pression. La pression et encore plus quand cette équipe-là, voilà, ce sont des parents, etc. Il y a une responsabilité. Vous avez des personnes qui ont des familles. Vous pouvez pas vous dire, bon, bah, tiens, là, on a 2 mois un peu à sec, du coup, je te paye pas pendant 2 mois, on verra plus tard. Ça ne marchera pas, c'est pas possible. Donc, ça demande vraiment de la responsabilité et ça demande du leadership vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis de votre business, vis-à-vis de vos équipes et puis une forme de discipline aussi et de la clarté. Et là, quand on a des équipes, on peut pas passer à côté de la finance. On doit savoir ce qu'on paye, combien on paye, comment gérer. Ouais, tout ça, c'est important. Alors, yes, pépite, process et automatisation et design d'expérience client. Yeah. J'avais déjà une idée des fonctions de l'entreprise et du principe de délégation, mais c'est plus clair grâce à toi. Yes, super. J'ai très peu de contenu. Mais du coup, je retiens juste, est-ce que vous avez envie de manager des gens? Parce que ça en fera partie, tellement il est courant de voir des personnes se lancer dans quelque chose qui leur semble enthousiasmant sans anticiper les responsabilités et contraintes. Exactement, exactement. Et je dirais, la première responsabilité, même si vous êtes solopreneur, c'est la responsabilité de vous-même et la responsabilité de votre réussite. Quand on crée une entreprise, c'est pas pour qu'elle se plante, c'est pour qu'elle puisse vous nourrir, peut-être nourrir votre famille. Il y a une forme de responsabilité. Et la première forme de leadership, c'est du leadership vis-à-vis de soi-même. Et même quand on est solopreneur, on a besoin de leadership vis-à-vis de soi-même. On a besoin de ce leadership pour avoir une entreprise qui est stable, on va dire pérenne, idéalement, et en tout cas qui puisse vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, ouais. Yes. Eh bien voilà, ce live est terminé.
C'était pas, je dirais alors moi je dis un battle, ça m'horripile quand j'entends une battle, ce n'est pas un battle euh, entre solopreneur et CEO. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas du tout tenu ce discours de il faut absolument devenir CEO, etc. Si vous avez certaines ambitions, si vous avez envie d'avoir certains impacts, si vous avez envie de vous focaliser sur votre zone de génie et faire que ce que vous aimez, oui, vous avez besoin de déléguer et de collaborer. Si, en revanche, vous êtes prêt ou prête à faire un petit peu tout et ou comme vous pouvez et avoir aucun compte à rendre à qui que ce soit et à part à vos clients et gérer votre business comme bon vous semble, peut-être que la voie du solopreneur est beaucoup mieux pour vous. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, sachez que la meilleure réponse c'est celle que vous allez prendre et assumer. Et rien n'est écrit dans le marbre. Vous pouvez être solopreneur pendant une période et ensuite développer un peu plus votre entreprise. Ou développer votre entreprise et à un moment downsizer parce que vous vous rendez compte que en fait, c'est plus ce dont vous avez envie et besoin. Découverte du process, super intéressant. Je vais me créer une fiche sur Notion et des cases à cocher. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et, et une entreprise qui a vraiment plein de process, les bons process. Moi, je suis pas exemplaire là-dessus. On a les process pour ce qu'il faut, mais on n'en a pas mis à outrance dans l'entreprise. Il y a des personnes qui, dans leur entreprise, ont un process pour chaque chose. Ça veut dire qu'il y a moins de pression ah oui, alors ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est qu'il y a moins de pression de garder les personnes, de se dire, ah ouais, mais quand un tel va partir, faudra tout réexpliquer. Parce qu'en fait, tout réexpliquer, c'est déjà écrit dans les process. Donc, en gros, il y a juste à dire à la personne, OK, tu as un process, on le fait ensemble une fois ou deux, mais après, tu es autonome. Mais regarde, c'est dans tel dossier, sur tel sujet, il y a tel truc, et en fait, on a la suite d'actions. Ça, c'est super important et ça fait aussi la différence entre une entreprise qui est bien structurée. Et ça, alors, je sais que vous n'en êtes pas là et probablement personne d'entre vous le fera, mais le jour où vous devez vendre une entreprise, si l'entreprise a des process, ça fait aussi partie de ce qui donne de la valeur à l'entreprise. Parce que ça veut dire que l'entreprise a un système qui est répétable, qui peut être anticipé, où vous n'êtes pas pris à la gorge par le côté ressources humaines, mais vous pouvez embaucher de nouvelles personnes et ce sera facile pour elles de prendre la suite et le boulot. Donc voilà. Ok, merci pour vos questions super pertinentes. Et puis, n'oubliez pas, pour les personnes qui se sentent appelées à développer leur business, que ce soit en solopreneur ou en mode CEO, on a toujours de quoi vous aider. D'ailleurs, c'est génial. Dans le mastermind, toutes les personnes qui sont venues dans le mastermind ont un assistant ou une assistante et l'ont eu dans les quelques jours. Un, deux, un, deux. Un, dos, tres. Un, dos, tres, Maria. Voilà, c'est revenu. Donc, je disais, bref, je parlais des résultats de certains des membres du mastermind qui nous ont rejoints. Et donc voilà, des résultats, des super résultats. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer et féliciter Kiara qui a rejoint le mastermind pour faire encore plus décoller son activité. Donc bravo, bravo à Kiara d'avoir rejoint le mastermind et voilà, d'être dans ce cheminement de développer son entreprise avec aussi de la délégation et des leviers de croissance puissants. Voilà, je vous remercie. Merci pour vos participations, vos questions toujours super pertinentes. On se retrouve très vite. Et comme je dis toujours, n'oubliez jamais que vous êtes extraordinaire.